Oui, c'est bon? Ça part? Allez, on y va. Donc, bonjour à tous, 17 heures pile. Bienvenue à notre webinaire. Je suis Edwige Poncel, la présidente d'Amadis et vice-présidente d'Estonia Europe. Quelques petits remerciements pour commencer. Tout d'abord à l'Association des neurologues du Québec pour la fourniture et la formation technique et leur implication. Je voulais remercier le Dr Christophe Vial, le président du comité scientifique d'Amadis, qui va animer et modérer ce webinaire. Et bien sûr, un special thanks à Jean-Pierre Bleton qui a eu l'idée de ce webinaire. Je voulais le remercier pour son implication, pour le souci qu'il a permanent des patients et de pouvoir nous aider, de nous donner plein de conseils aujourd'hui. Donc, je souhaite à tous un bon webinaire qui sera visible après sur nos réseaux. Voilà, je passe la parole à Chantal. Oui, bonjour tout le monde. Alors, Chantal Boivin, je suis contente encore de faire partie de cette belle collaboration avec la France, donc pour notre deuxième webinaire. Donc, responsable de Dystonie Partage ici au Québec, d'un groupe de soutien. Donc, voilà, alors plein de participants qui sont là aussi du Québec aujourd'hui, qui peuvent avoir accès à cette présentation faite par Dr Bleton, qui est venu pour notre premier symposium il y a 2 ans déjà. Donc, certains d'entre nous le connaissent déjà, donc ça sera sûrement fort apprécié. Alors, on a bien hâte de l'entendre nous aider dans cette pandémie, ces difficultés que tout un chacun vit avec soit le manque d'injection, soit le stress que ça peut causer pour nous tous et toutes. Merci. Christophe, on vous laisse la parole. C'est pour moi? Oui. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être présent à ce webinaire qui est une première expérience, en tout cas pour moi et pour Amadis et probablement pour beaucoup d'entre vous. On vit une période très difficile, très particulière, beaucoup plus difficile sûrement pour les patients qui ne peuvent pas subir l'injection tant attendue. Et en période de distanciation sociale, je trouve ça particulièrement réussi d'arriver à se regrouper et à faire cette réunion à la fois en vidéo, à la fois interactive avec des questions-réponses et avec un programme qui aujourd'hui est bien déterminé, bien ciblé. Alors, on a eu une première expérience grâce à nos amis du Québec, qui était la dystonie en temps de pandémie du coronavirus, avec Marie-Hélène Marion qui a fait une très belle présentation. C'était riche de questions. Et Edwige Poncel, votre présidente d'Amadis, a eu l'idée de l'adapter aux patients français d'Amadis et aux patients francophones, en choisissant un thème bien particulier qui s'y prête, qui est le thème de l'autorééducation que va nous traiter Jean-Pierre Bleton. Alors, cette première expérience va probablement nous inciter à faire d'autres réunions de ce type, probablement même dans le futur, parce que je trouve que c'est un mode de réunion qui est assez simple à organiser et qui doit enrichir chacun dans les questions qui se posent et dans les réponses qu'il attend. La prochaine réunion, vous l'avez déjà vue puisque c'était une diapositive d'attente, elle sera le 3 mars. Elle sera réalisée avec nos amis canadiens, avec d'autres francophones, et ça sera une réunion… Le 3 mai, pardon Christophe, le 3 mai. Le 3 mai, pardon, 3 mai, bien sûr, avec des amis francophones et une thématique de questions-réponses animée par Marie-Hélène Marion et Sophie Sangla. Et puis avec le Dr Chouinard, on participera aussi à l'animation. Alors pour les modalités pratiques de ce webinaire, je remercie beaucoup Laoud Thomas qui
est le technicien neurologue spécialisé en dystonie et surtout spécialisé en Zoom qui permet de faire cette réunion. Il m'a conseillé de fonctionner plus sur le mode de questions-réponses, c'est-à-dire que vous pouvez converser, mais ça sera plus facile probablement de suivre les questions et de pouvoir y répondre. Dans la présentation que va faire Jean-Pierre Bleton, il y aura 3 temps qui permettront de séquencer cette présentation et de faire une première partie de réponse à des questions sur les mouvements cervicaux, puis une deuxième partie qui concernera l'auto-rééducation elle-même et on pourra poser des questions, et la troisième partie sur l'expérience qu'il a eue et une discussion beaucoup plus large à ce moment-là. Voilà, donc je pense que ce type de présentation et ce type de rapprochement en gardant des distanciations sociales est tout à fait adapté. Et le thème que va nous traiter Jean-Pierre Bleton, qu'il connaît parfaitement bien, et probablement que certains d'entre vous appliquent déjà sa technique d'auto-rééducation, mais l'expérience de chacun va être intéressante. Et à ce propos, je pense que certains d'entre vous vont traverser peut-être relativement tranquillement cette période parce qu'ils vont trouver des ressources, aussi bien psychologiques que des ressources de rééducation. Et d'autres vont traverser beaucoup plus difficilement cette période et probablement que vous serez amenés à répondre à des questions pour savoir comment vous l'avez traversé. On va essayer de faire une analyse pour ensuite mieux s'adapter à la façon de prendre en charge votre pathologie. Voilà, je laisse la place maintenant à la présentation de Jean-Pierre Bleton. Jean-Pierre, c'est à toi. Voilà, je pense que vous devez voir mon diaporama sur l'écran, non? Pas encore. Pas encore. Il devrait y être. Alors, j'ai un problème technique. Attendez, je vais essayer encore. Là, j'ai plus la... j'ai un peu... Bouton vert en bas, ouais. Mais là, je vous vois, je vois plus mon... Vous bougez votre curseur, la souris, il va réapparaître et cliquez sur le bouton vert. Là, la flèche. Hop, voilà. Voilà. Et là, ouais, c'est parfait. Ouais. Vous avez le diaporama? Oui, il faut juste le mettre en plein écran et c'est parfait. Voilà, bah, c'était parfait. Super. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Donc, j'ai la chance de participer avec Edwige Poncel, avec Christophe Vial et toute l'équipe de l'association Amagis. Et à ce titre, je vais vous présenter donc mon expérience dans le cadre de l'auto-rééducation. C'est un thème que j'ai proposé dans cette période où l'accès aux soins est relativement difficile. Donc, l'objet de cette présentation, ce n'est pas de se substituer au traitement habituel, hein, c'est simplement donner une information et inciter chacun à devenir l'acteur de son propre traitement à ce moment où l'ensemble des soins est rendu relativement difficile. Alors, le plan de ma présentation a été déjà en partie évoqué par le docteur Christophe Vial. Hein. Donc, dans un premier temps, on va regarder quelles sont les perturbations de la motricité que l'on rencontre dans la dystonie cervicale et qui vont être la base d'exercices adaptés. Puis ensuite, on va essayer de trouver quelques stratégies de rééducation pour que chacun puisse essayer d'appliquer des gestes simples dans son quotidien. Et puis ensuite, on essaiera de critiquer et de voir quels bénéfices on peut tirer de cette auto-rééducation. Alors peut-être il faut, pour rentrer dans le sujet, se reposer un peu la question de la dystonie. Qu'est-ce que la dystonie ?
la dystonie, ce sont des postures ou des mouvements anormaux. Donc, on aura à réfléchir sur le mot posture, c'est-à-dire attitude cervicale dans une position qui est anormale, et mouvement, comment la tête se déplace dans l'espace et pourquoi elle se déplace avec tant de difficultés. Ensuite, le mot contraction involontaire est à prendre en charge. Donc, probablement qu'un des moyens d'améliorer ce trouble du mouvement, c'est de passer par le mouvement volontaire, essayer de suppléer à ce mouvement de mauvaise qualité un mouvement plus opportun et plus adapté. Enfin, il y a des facteurs déclenchants, et ces facteurs déclenchants, on va les prendre en compte parce qu'ils vont être des moyens d'atténuer ou dans d'autres situations, ils vont aggraver la situation. Donc, si on veut retrouver des situations de moindre dystonie, eh bien, on va voir comment on peut adapter des mouvements pour maîtriser ce spasme. Et enfin, l'intensité qui varie en fonction des positions. Et donc, les positions qui vont vous être indiquées vont soit être une aide, soit seront à éviter si on ne veut pas aggraver la dystonie. Regardons un peu les choses sur le plan plus mécanique. Donc, on a l'habitude de réfléchir sur la dystonie en muscle agoniste, puisque la plupart d'entre vous est traité par injection de toxines botuliques, dont l'effet est d'affaiblir des muscles hyperactifs. Ces muscles hyperactifs sont ceux qui produisent le mouvement anormal ou qui maintiennent une posture anormale. Ce sont les muscles qu'on appelle les muscles agonistes. Mais si on regarde l'organisation du mouvement, il y a tout un groupe de muscles qui interviennent dans le mouvement cervical et qui ne sont pas simplement ceux qui produisent le mouvement. Il y a ceux qui s'opposent au mouvement, il y a ceux qui empêchent que lorsqu'on tourne la tête, qu'elle soit entraînée soit en extension, soit en flexion, donc ils vont neutraliser les composantes du mouvement qui se font dans d'autres plans, et d'autres muscles encore qu'on appelle les fixateurs. Par exemple, si vous tournez votre tête, le muscle trapèze qui s'insère sur l'épaule, non seulement fera tourner la tête, mais aurait tendance à surélever l'épaule. Donc il y a des muscles qui ont une action synergique et qui vont fixer l'omoplate et la clavicule pour empêcher l'épaule de monter dans cette rotation. C'est-à-dire que lorsqu'on parle mouvement, il ne faut pas avoir une vision simplement du muscle qui fait le mouvement, mais il faut penser qu'on est dans un groupe de muscles avec des muscles qui font le mouvement, des muscles qui s'opposent, des muscles qui stabilisent. Et donc, en fait, on a une complexité du mouvement qui est à prendre en compte et qui explique souvent les difficultés qui apparaissent. Et donc, dans l'analyse, il va falloir en tenir compte. Revenons un peu, simplifions quand même le propos et regardons ce qui se passe dans la dystonie. En fait, si on regarde quelqu'un qui souffre d'une dystonie cervicale, observons ce monsieur, vous observez qu'il a un torticolis gauche, et s'il essaye de tourner la tête vers la droite, il y arrive avec difficulté, mais vous voyez en particulier la difficulté qu'il a à contracter le muscle qui porte la tête du côté opposé, le sternocléidomastoïdien gauche, qui a une impersistance dans sa contraction et qui n'arrive pas à maintenir la tête du côté opposé. Donc, en fait, si on regarde la dystonie, on se trouve, pour simplifier, on a vu qu'il y avait de très nombreux muscles, mais on va revenir sur des notions très simples. On a d'une part la contraction anormale des muscles qui sont hyperactifs et qui maintiennent la position, et des muscles qui devraient corriger cette position anormale et qui ont du mal à se contracter. En fait, il y a un défaut sélectif de recrutement de ces muscles correcteurs. Et ce défaut d'équilibre entre les groupes musculaires d'un côté agonistes et les groupes musculaires de l'autre côté antagonistes, eh bien, sont à l'origine de la position anormale.
en fait, cette position anormale que l'on trouve dans la dystonie, c'est un équilibre entre les différentes forces qui concourent à maintenir la tête. Et comme il y a des hyperactivités de certains groupes musculaires et des déficiences d'autres, on se retrouve dans une position qui n'est pas la position usuelle, anormale, symétrique. Ces conséquences, si on regarde l'évolution des choses, de cette position, de cette dystonie, on va se retrouver donc devant une inhibition des muscles qui corrigent, donc la difficulté à activer les muscles qui vont porter la tête du côté opposé à l'attitude dystonique. Si ces positions sont maintenues longtemps, on va voir évoluer cette musculature correctrice vers une atrophie de sous-utilisation. D'une part, ces muscles sont inhibés et d'autre part, ils sont peu sollicités et donc l'évolution naturelle va vers une perte de force. Un autre élément à noter, c'est que il y a peu ou pas de raideur qui s'installe dans ces dystonies cervicales. C'est une chance parce que durant le sommeil, la dystonie cède quasi complètement et donc les mouvements naturels du sommeil suffisent souvent pour maintenir la souplesse articulaire. Néanmoins, on peut voir des difficultés et notamment sur le plan actif. Donc si on n'a pas de limitation articulaire, on a des difficultés à tourner la tête de l'autre côté, on a des limitations actives de la rotation et on voit chez cette patiente qui tente de tourner la tête vers la droite une limitation de son amplitude. Donc c'est tout un jeu d'exercices pour essayer de maintenir et d'augmenter ces possibilités. Donc je parlais du sommeil et c'est pour ça que je dis un petit mot sur l'endormissement parce que souvent on me pose la question de savoir comment dois-je me placer pour dormir. En fait, en fait, la question n'est pas de dormir, mais de s'endormir. Donc, il est préférable de se mettre dans la position la plus confortable pour trouver le sommeil et ne pas chercher une position thérapeutique puisque une fois endormi, la tête va bouger naturellement. Autre élément à prendre en charge dans ces dystonies, c'est ce qu'on appelle le sensoritrique, le truc sensitif, le geste antagoniste, qui est une situation tout à fait particulière où lorsque l'on touche le visage avec la main, la dystonie a tendance à s'atténuer. J'ai tendance à recommander de supprimer le plus possible ce geste antagoniste parce qu'en fait, il fait partie de la pathologie et il est préférable de contrôler sa tête par son activité musculaire plutôt que par ce geste antagoniste qui va être en fait la seule voie que l'on se permet pour échapper à sa dystonie. Enfin, un mot puisqu'on parle d'auto-éducation, il faut parler des douleurs. Et il faut faire la différence entre des douleurs d'inconfort qui sont liées à la dystonie elle-même, c'est-à-dire la contracture permanente de certains groupes musculaires qui créent des inconforts. Il faut faire la différence avec des douleurs ostéo-articulaires et des douleurs plus sévères qui, elles, demandent l'avis d'un spécialiste et donc je vous recommande de consulter votre neurologue ou votre médecin. Autre élément qu'il faut, donc on a vu que parmi les points clés, donc il y a hyperactivité de groupe musculaire, on a déficit d'activation des muscles qui corrigent, et il y a un troisième point qu'il faut souligner, qu'il va falloir intégrer dans l'auto-rééducation, c'est une perte de la perception de la position médiane, les yeux fermés. On a très souvent, lorsque la dystonie se prolonge, on perd la notion du droit devant, les yeux fermés, et la position de dystonie devient la nouvelle position de référence. Et si on n'y prend pas garde, eh bien, on se replace spontanément dans cette position, simplement parce que c'est devenu la nouvelle norme. Alors, les traitements, vous les connaissez, c'est soit la toxine botulique qui agit sur le muscle, soit, et c'est mon propos, la rééducation qui, elle, agit sur le mouvement. Donc, le neurologue va affaiblir les muscles hyperactifs et en rééducation, on va essayer de
reprogrammer, de réactiver l'ensemble des muscles pour créer un mouvement qui soit adapté et opportun. Alors, cette rééducation, si on regarde telle qu'elle est actuellement et si on regarde les revues de la littérature, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'elle marche bien, c'est quand elle est associée à la toxine, aux injections de toxines. Et toutes les revues de la littérature le montrent. Hein, les dernières, les revues de littérature de Delnoz ou de Pau montrent tous que les meilleurs traitements, c'est la jonction de la rééducation à la toxine botulique. Et là, on se trouve devant une situation qui est nouvelle puisque nombre d'entre vous ne peuvent plus avoir leurs injections de toxines. C'est pour ça qu'on va essayer de voir comment mettre en place un programme de rééducation et d'auto-rééducation. Et je vais faire une pause à ce moment de mon exposé pour laisser le docteur Christophe Vial répondre ou recueillir l'ensemble des questions que vous auriez sur cette première partie. Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc pour l'instant, il y a eu pas mal d'échanges dans la conversation et puis simplement que quelques questions sur les questions-réponses. Des patients qui se disent gênés lorsqu'ils font un autre geste, par exemple pour boire, pour manger, pour écrire. Par rapport à ce que tu nous as expliqué sur le mouvement, comment est-ce que tu intègres ces phénomènes et comment est-ce qu'on peut lutter contre ou trouver une technique? Est-ce que tu en parles après ou est-ce que c'est l'occasion d'en parler? Non, il existe souvent. On sait que la dystonie est très liée à l'activité. Et donc, des coordinations comme la coordination main-bouche peut être tout à fait perturbée et ça demande un travail là relativement précis sur les mouvements de la main avec un contrôle de la tête du côté opposé. Enfin, là, ça demanderait peut-être un peu plus que de l'auto-rééducation. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à dissocier. On a des synergies qui se créent dans la dystonie et qui, c'est des espèces de boucles facilitatrices du mouvement qui se créent et qui créent des synergies tout à fait gênantes. Oui. Une autre question concerne la marche. Est-ce que le fait d'avoir une autre activité comme la marche va permettre d'améliorer et est favorable pour limiter les mouvements du torticolis spasmodique? Est-ce que dans ce cas-là, il faut utiliser des bâtons de marche? Et aussi par analogie avec ce qui se fait dans le Parkinson, est-ce qu'on peut aller jusqu'à des techniques de danse, dont la tangothérapie? Alors j'aurais tendance à… On sait que plus l'effort moteur, plus l'effort musculaire est important, plus la dystonie risque d'être importante. C'est pour ça que souvent, on a peu de dystonie couchée, un peu assis, un peu plus debout et beaucoup à la marche. D'ailleurs, on utilise la marche pour mettre en évidence la dystonie lorsqu'elle n'est pas facile à voir sur le plan clinique. Je ne pense pas que la marche aggrave la dystonie, mais elle fait apparaître, c'est une situation de difficulté. Je pense qu'il faut commencer progressivement et contrôler la tête d'abord en position assise, puis debout, avant d'essayer de la contrôler dans la marche. Ceci dit, il y a un autre point qui est important, c'est de rester en forme, et je crois qu'il ne faut pas rester sédentaire ou s'opposer à toute activité à cause de la dystonie. Je ne pense pas que ça aggrave, c'est un mode de révélation de la dystonie. D'accord. Et une question aussi concernant les patients qui ont une électrostimulation. Un patient qui a une électrostimulation qui ne marche plus, est-ce qu'il y a une contre-indication à faire de l'auto-rééducation? Oh non, je ne vois pas, il n'y a pas de contre-indication particulière. La contre-indication serait la présence de douleur, par exemple. Mais d'avoir une stimulation n'est absolument pas une contre-indication. C'est une stimulation cérébrale profonde, c'est Oui. ça? Oui. Alors, la seule contre-indication sont les grands mouvements cervicaux pour être sûr de ne pas luxer les câbles s'ils sont pris dans
mais c'est ce qui est tout à fait rare, mais c'est peut-être une des rares contre-indications. On ne fait pas d'ultrasons ou d'ondes courtes chez quelqu'un qui est stimulé, mais en dehors de ça, il n'y a aucune contre-indication à l'exercice. Et par rapport aux patients qui sont surtout gênés lorsqu'ils sont en position statique, stable, assise, en regardant la télévision, ou au contraire au moment de s'endormir, est-ce que là, il y a des préconisations particulières qu'on peut leur donner? Alors, je pense que la préconisation première, c'est de rechercher la détente. Et donc, il ne faut pas lutter contre sa dystonie et s'efforcer de vouloir garder la tête à tout prix dans la bonne position. Il faut relâcher, respirer bien, détendre ses épaules, se relâcher pour arriver à un niveau de contraction musculaire tonique le plus basal possible. D'accord. Alors moi, j'avais une question personnelle sur ta présentation. Entre les muscles qui s'activent trop et les muscles qui ne s'activent pas assez, est-ce qu'il y a des facteurs aggravants spécifiques? Peux-tu préciser C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des facteurs qui vont favoriser l'inhibition du muscle? On connaît les facteurs qui vont favoriser l'activation du muscle dystonique, mais est-ce qu'il y a des éléments qui favorisent l'inhibition du muscle? Oui, tout à fait. Le maintien de la tête dans la position dystonique. Plus la tête est maintenue du côté du torticolis, sans mouvement, et moins il sera possible de s'en échapper. Et en fait, on augmente le tonus et on augmente l'inhibition des correcteurs en restant dans la position de dystonie. Ça, c'est un élément assez clé. C'est lié à ce qu'on appelle la réaction de raccourcissement, qui fait que lorsque le muscle dystonique rapproche ses insertions, il augmente son tonus. D'accord. Bon, je pense qu'on a répondu aux questions de la première partie. On va pouvoir passer à l'autorééducation elle-même. Alors, quelques conseils en cette période de confinement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, on peut se dire que la rééducation n'est pas née avec la toxine botulique et que depuis de nombreuses décennies, des propositions thérapeutiques étaient déjà réalisées par les neurologues du 19e, du début du 20e siècle et jusqu'à l'arrivée de la toxine dans les années 1985. Et donc, on peut regarder en tout cas les principales propositions thérapeutiques qui redeviennent à l'ordre du jour puisqu'on perd la possibilité pour certains de l'injection. Déjà, celui qui était le plus moderne dans sa pensée, c'était Brissot, qui avait créé à la fin du 19e, début du 20e siècle une discipline où il apprenait à ses patients à effectuer un autocontrôle de leur dystonie cervicale, et notamment avec du travail devant le miroir pour leur apprendre à contrôler leur tête. Et il en parle déjà dès 1893 et on retrouve encore des publications citant l'efficacité de sa technique jusqu'en 1943 dans un journal américain. Une autre technique qui peut être remise à l'ordre du jour, c'est la technique de la gymnastique en miroir, pas dans un miroir, mais en miroir, c'est-à-dire de prendre la position inverse de l'attitude dystonique, et j'aurais tendance à utiliser cette proposition de Mej dans l'autorééducation. Un autre élément est arrivé dans l'évolution des idées sur la dystonie, c'est avec l'arrivée des behavioristes dans les années 1970 et en utilisant une technique qu'on appelle le biofeedback qui permet d'enregistrer l'activité musculaire et de la restituer sous la forme d'un signal auditif ou visuel. Les behavioristes ont montré qu'il était possible d'avoir une action
de contrôle sur les muscles dystoniques par sa volonté. Et c'est probablement depuis le travaux des behavioristes que la rééducation moderne a pu se développer. Et puis, si on arrive plus près de nous, on peut citer Pierre Rondeau et Pierre Gédinac, hein, qui, avant la toxine, en 1981, dans un rapport de neurologie, de la neurologie française, disaient que la kinésithérapie est toujours à conseiller. Et là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de dire qu'elle consistait essentiellement à rééduquer les muscles rotateurs inactifs, donc les muscles déficitaires, et puis d'obtenir une bonne relaxation, c'est-à-dire d'abaisser le niveau tonique et de réactiver les muscles correcteurs. Et pour mieux prendre conscience, et ça c'est un autre élément qui est important, c'est la perception de son mouvement et des défauts de son mouvement pour pouvoir agir dessus. Et déjà, Rondeau, Gédinac proposaient des techniques tout à fait modernes et qu'on peut réactualiser maintenant où les choses ont changé. Donc, quelles sont les conditions pour pratiquer, maintenant qu'on a un petit peu établi ce background, cette base, quelles sont les conditions pour pratiquer l'autorééducation? Alors déjà, il faut avoir eu un contact avec son neurologue ou son rééducateur pour avoir des recommandations et aller dans le bon sens. Et puis, il faut se définir des objectifs raisonnables. Il y a des choses, par exemple, que l'on ne peut plus faire à cause de la dystonie, tenir immobile au cinéma ou pouvoir lire sans bouger la tête ou faire du vélo. Donc, on peut se définir des objectifs et dire je vais réaliser des exercices dans le but d'arriver à un objectif qui soit contrôlable. Il ne faut pas faire des exercices pour des exercices, mais faire des exercices dans un but. Il faut pratiquer de façon très douce, très mesurée, sans force excessive, parce qu'on sait que la contraction musculaire excessive a tendance à créer ce qu'on appelle un overflow, un débordement de contraction. Et quand on veut contracter un muscle, le muscle correcteur qui a du mal à s'activer, si on fait un effort trop violent, la contraction va partir dans les muscles dystoniques et ne faire qu'aggraver la dystonie initiale. Et puis, dans la pratique de l'exercice, il faut rechercher confort, bien-être, il faut avoir du plaisir à bouger. C'est sûrement un élément qui est important. Alors, essayons de comprendre un petit peu comment construire les exercices. Et c'est souvent pas toujours facile de comprendre comment est organisée sa dystonie parce qu'elle est pas toujours simple avec juste une rotation ou une inclinaison. C'est souvent une désorganisation tridimensionnelle dans l'espace et savoir si on a ici un shift droit, un latérocolie gauche, un torticolis gauche. Tout ça sont des éléments qui sont un peu compliqués. Probablement qu'il faut ramener les choses à des choses simples, savoir regarder sa dystonie pour repérer exactement les points essentiels. Et je vous conseillerais donc d'utiliser le miroir pour savoir analyser votre posture, votre mouvement et de regarder un certain nombre de points simples pour pouvoir contrôler vos gestes. Donc, de face, vous allez pouvoir contrôler la ligne des yeux, la ligne de symétrie du corps, la ligne des épaules, et je vais vous montrer les détails les uns après les autres. Sur les notions de profil, avec le miroir, c'est difficile de savoir si on a un antécolis ou un rétrocolis. Mais regardez un certain nombre de points tout simples. Si vous voulez savoir si vous avez une rotation, vous surveillez vos oreilles et du côté de la rotation, l'oreille va disparaître. Ici, on a une rotation droite, donc vous voyez l'oreille gauche qui apparaît, l'oreille droite qui disparaît. On est dans le cadre d'une posture en torticolis droit. Pour le latérocolis, vous surveillez la ligne des yeux et vous allez pouvoir voir si vous penchez à gauche ou à droite. Là, il s'agit d'une inclinaison d'un latérocolis gauche.
Vous allez pouvoir observer si vous avez un décalage. Le décalage, on peut le voir aussi, là j'ai masqué le visage, mais si vous abaissez l'angle de la mâchoire, vous allez voir qu'il y en a un qui descend dans le cou et l'autre qui est à l'extérieur. Ici, là c'est à l'extérieur et là, ça descend dans le cou. Il y a donc un glissement de la tête et cette dame présente un shift vers la gauche. Donc, il y aura tout un travail de replacement, de glissement vers la droite pour essayer de corriger. Il faut regarder la ligne des épaules, hein, vous regardez avec deux lignes horizontales, hein, vous surveillez la pointe de l'épaule d'un côté, la pointe de l'épaule de l'autre, et vous avez une notion de l'asymétrie au niveau des épaules. Là, ici, c'est associé à un latérocolis, on le voit assez souvent. Et puis, autre élément, c'est la position du buste, parce que le buste va s'organiser souvent en fonction de la rotation de la tête, de façon à ce que vous soyez placé face à votre environnement, ce qui fait que le buste a tendance à tourner. Donc, quand vous allez vous observer dans la glace, vous placez bien votre buste dans l'axe pour voir exactement comment s'organise votre rotation. Alors, voyons maintenant, maintenant qu'on a vu à peu près les mouvements, on va regarder à travers une forme plutôt de torticolis, on va regarder quelques applications. Alors, regardons comment essayer d'améliorer le déficit des muscles rotateurs. Vous voyez, cette patiente a des difficultés à maintenir une contraction soutenue de son sternoclédomastoïdien droit qui fait tourner la tête à gauche. Il se contracte, mais il cède incessamment. Elle n'arrive pas à maintenir la contraction qui lui permettrait de tourner la tête vers la gauche. Si elle met les mains derrière la tête, vous voyez que cette contraction va devenir homogène. Et donc, ça va être un moyen, le fait de mettre les bras au-dessus de l'horizontale, souvent les doigts croisés derrière la tête, c'est plus simple. C'est un moyen simple pour activer son muscle correcteur. Et donc, ça se pratique en exercice. Le patient a mis un miroir sur sa gauche. Et il regarde dans le miroir et il peut voir son sternoclédomastoïdien droit se contracter. Et vous voyez qu'il fait le mouvement simplement, il maintient la position pour avoir un recrutement musculaire, pas simplement vif, mais un recrutement spatial qui est du temps pour la contraction musculaire. Autre facilité qui est souvent possible lorsqu'on souffre d'une dystonie cervicale, regardons cette patiente. Lorsqu'elle tourne la tête à gauche, elle n'a pas de difficulté. Mais à droite, elle n'arrive pas à activer suffisamment ses muscles rotateurs vers la droite pour permettre cette rotation. Probablement qu'elle est trop attentive à ce qui se passe dans sa nuque. Et donc, un des moyens, c'est de déplacer son attention de la nuque vers le visage. Et si je lui demande, et de faire un mouvement plus automatique qu'un mouvement volontaire trop attentif, trop d'attention a un effet négatif sur le contrôle. Regardons, si je lui demande de dire non avec la tête, elle n'aura aucune difficulté parce qu'elle a déplacé son attention au niveau de son visage et elle fait un geste plus automatique. Dire non, c'est plus automatique que concentrer son attention sur la rotation vers la droite. Et donc, c'est un moyen. Un autre moyen, c'est d'utiliser la synergie entre les yeux et la nuque. Il existe un réflexe naturel où l'œil va entraîner des mouvements de la tête. Et si vous voulez tourner la tête du côté opposé à votre dystonie, il faut souvent attirer les yeux vers le côté que vous cherchez à stimuler. Un autre point, c'est de donner une bonne stabilité
à votre région cervicale. Quand on a une dystonie cervicale, on a souvent l'implication de muscles cervicaux très superficiels et on a souvent un léger glissement de la tête vers l'avant. On est suspendu à ces muscles dystoniques. Donc, dès qu'on veut bouger, on stimule cette dystonie. Et un des moyens, c'est d'activer les muscles stabilisateurs de la nuque, les muscles multifidus, les muscles longus colli, qui sont des muscles qui sont très près de la colonne et qui ont un effet de contrôle de la lordose. Et vous pouvez réaliser des mouvements de délordose, donc là c'est mouvement au repos, et donc de faire un geste de grandissement, rentrer le menton, un double menton, rentrer le menton et activer, donner du tonus aux muscles profonds pour avoir une bonne stabilité de votre nuque. Et avec une nuque stable, il est plus facile ensuite d'obtenir un mouvement dynamique. Alors, regardons la façon de procéder. Voilà par exemple un patient qui a un torticolis droit. Je vais lui donner un programme d'exercice qu'il aura à réaliser en auto-rééducation. Donc il a un torticolis droit, je vais lui demander de faire des mouvements de rotation vers la gauche. Donc il contrôle son mouvement, il active bien son sternocleidomastoïdien droit. Il reste un peu et hop, il s'arrête avant de revenir vers la droite pour avoir une maîtrise. Et en fait, il stimule beaucoup son muscle correcteur dans le cadran opposé à la dystonie, de façon à éviter de se replacer dans le mouvement dystonique. Cette patiente qui a un shift, donc là on voit bien le glissement de la tête avec ici l'angle maxillaire qui est en dehors, l'angle là qui est en dedans du cou et là en dehors du cou. Donc je vais demander à la personne de corriger. Elle va faire un glissement de la tête. Elle fait comme si elle voulait aller écouter à la porte avec son oreille gauche. Elle glisse sa tête et elle revient tout doucement. Le fait de faire doucement, ça permet un contrôle. Et d'autre part, ça évite d'être traumatisant pour les muscles. Il ne faut jamais être brutal, toujours en souplesse, à bas niveau de contraction et être le plus possible sélectif sur les muscles qu'on cherche à corriger. Tout à l'heure, sur la question sur la danse, le fait de faire des gestes qui impliquent tout le corps, souvent, ne permettent pas de corriger de façon spécifique la dystonie. Alors, il faut savoir si on a bien été efficace pendant ces exercices. Alors, il vous faut regarder, il vous faut tester l'efficacité de vos exercices. Regardons cette patiente. Là, elle essaye de maintenir une position équilibrée entre côté droit et côté gauche. Et là, on peut voir ces deux sternocleidomastoïdiens là, qui se contractent de façon tout à fait symétrique. Et donc, elle pratique particulièrement bien sa correction. Mais on peut se passer du contrôle visuel et on peut essayer d'avoir une idée par le toucher du muscle de la qualité de sa contraction. Donc cette patiente qui a un torticolis droit, elle doit activer son sterno gauche, elle le fait et donc elle va le toucher pour prendre l'habitude de contrôler la qualité de cette contraction et pouvoir contrôler la position de sa tête même dans des situations où elle n'a pas de miroir devant elle. D'autres éléments, la perception, comme ça, le contact, comme l'équilibre des doigts sur le visage permet de replacer la tête en position neutre et sont des moyens facilitateurs. Ce ne sont pas des gestes antagonistes, c'est en fait l'équilibre entre la hauteur de l'index à droite et de la hauteur de l'index à gauche qui permettent de savoir si on est en position neutre ou pas. Donc, on pratique ces exercices de façon régulière. On verra les modalités dans la troisième partie. Mais l'idéal, c'est de passer d'un exercice qui est contraignant à des activités de la vie quotidienne. Et il est bon de trouver
des activités qui vous obligent à maintenir la tête du côté opposé à la dystonie, par exemple orienter son bureau de façon à tourner la tête vers l'écran en correction. Penser à corriger la tête pendant la marche, alors ça se prépare en exercice, donc s'obliger à tourner la tête du côté opposé. C'est toujours difficile de contrôler la tête quand on est pendant la marche parce que ce qui se produit lors de la marche, c'est que la tête, elle est stable, normalement, elle ne doit pas bouger, et c'est la ceinture scapulaire, les épaules qui bougent sous la tête. Et on n'est pas habitué, lorsqu'on fait la rééducation, à tenir la tête droite et à bouger les épaules sous la tête. Et donc, il faut savoir faire des exercices où c'est la tête qui tourne sur les épaules et des exercices où sont les épaules qui tournent sous la tête, de façon à s'entraîner au contrôle des muscles qui agissent sur ces deux parties. Si vous avez des questions sur la pratique, je ne vais pas encore donner les modalités, on en parlera dans un troisième temps. Je te passe la parole. Très bien. Alors, je pense que si tout le monde a suivi comme Chantal Boivin l'a fait, qui en plus faisait les exercices en live, tu auras eu un bon succès. Alors, il y a pas mal de questions. Il y a des questions qui concernent les activités sportives. Est-ce qu'elles sont conseillées? Quelles sont les activités qui sont conseillées? Certains patients trouvent que le jardinage, par exemple, leur permet d'avoir une réduction de leur dystonie cervicale. D'autres font du King Kong, d'autres font de la natation. Quel est ton sentiment sur ces activités physiques qui sont favorables et à l'inverse, les exercices qui pourraient être défavorables et contre-indiqués? A priori, les exercices sont toujours à conseiller. L'activité physique, elle est toujours à conseiller. Il faut se tenir en forme, il faut passer du temps à autre chose qu'à sa dystonie. Et l'activité physique, c'est aussi un moment où on oublie un peu sa dystonie. Et le fait de l'oublier, souvent, ça permet de l'améliorer. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté à faire des activités physiques. Et même parfois, le fait, par exemple, de nager, de se trouver dans un milieu différent, la dystonie apparaît peu ou pas pendant la natation, puis elle réapparaît dès la sortie de piscine. La difficulté, c'est de trouver des activités qui permettent un transfert d'efficacité de l'activité dans la vie quotidienne. Ceci dit, quant aux contre-indications, on pourrait dire que dans le rétrocolis, le vélo avec un guidon trop bas, le vélo de course n'est pas tout à fait indiqué. Le tir à l'arc quand on a une rotation cervicale, donc toutes les activités sportives qui obligent à un maintien fixe de la tête dans la position de la dystonie sont contre-indiquées, mais on peut voir des sportifs de haut niveau ayant une dystonie cervicale et réaliser des performances tout à fait intéressantes. Il n'y a pas ça ne veut pas dire que le sport est une thérapie, mais le sport est un moment où on peut se réaliser, donc il n'y a aucune raison de s'en priver. Et les étirements peuvent avoir un intérêt particulier ou pas plus que pour tout le monde? Il faut s'assurer que s'il y a des rétractions ou des limitations articulaires, c'est un élément thérapeutique tout à fait intéressant. Il y a des avantages et des inconvénients à l'étirement. L'étirement, si on étire le muscle dystonique, on va lui donner, on va le solliciter de façon très spécifique et en fait, on va un peu le marquer sur le plan de la mémoire du mouvement. Donc, moi, j'aurais tendance à préférer plutôt l'activation des antagonistes qu'un étirement passif du muscle dystonique. Mais ça peut se discuter, hein. La rééducation n'est pas une science exacte.
Il y a des questions concernant les douleurs. Alors, bien sûr, les douleurs du torticolis. Certains se plaignent après une séance de kiné d'avoir des douleurs qui évoquent très fortement une névralgie cervico-brachiale avec des troubles sensitifs au niveau du pouce. Donc, on ne peut que les conseiller de voir leur neurologue et de faire une imagerie cervicale. Ils ont peut-être une petite discopathie, mais la problématique des douleurs faisant suite aux séances de kinésithérapie, qu'est-ce que le patient pourrait dire à son kiné s'il n'a pas trop l'habitude, par exemple, pour éviter ces phénomènes douloureux? Non. En principe, le mouvement a plutôt un effet antalgique. Si les douleurs survenant après la séance signent probablement une activation un peu brutale des muscles dystoniques. Il faudrait abaisser le niveau de contraction. Si les exercices ont été réalisés en position assise, il va falloir les réaliser en position couchée. Si on a mis des résistances, il va falloir proposer des activités sans résistance. Et puis, peut-être qu'après les séances, on peut faire un enveloppement chaud pour détendre un peu les muscles qui avaient peu l'habitude de travailler, qui se sont soudain contraints et mis dans des positions un peu inhabituelles. Donc, il faut aller progressivement, il faut respecter les douleurs, diminuer en intensité d'exercice, mais ne pas s'arrêter. En revanche, quand il y a des douleurs de type névralgie cervico-brachiale ou des douleurs ostéomyoarticulaires qui sont aggravées par la présence de la dystonie, là, il faut passer la main au neurologue. Plusieurs questions concernant les coussins mémoire de forme, les coussins avec du bambou, enfin tout un tas de structures. Et puis, dans le même genre aussi, une question sur les personnes qui ont une difficulté à pouvoir appuyer la tête lorsqu'elles conduisent. Est-ce qu'il y a des recommandations qu'on pourrait leur faire sur porter quelque chose autour du cou? Par exemple, le fait, une personne disait qu'en portant un manteau avec un col épais, la gêne qu'elle avait disparaissait. Oui, là, on est dans une situation presque de sensoritrique. Il suffit des fois d'un contact pour améliorer. On n'a pas des solutions pour tout. Déjà, les coussins, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir s'endormir. Donc, si on a le coussin qui convient pour bien s'endormir, et il faut l'utiliser en sachant que je ne pense pas que c'est un effet thérapeutique tout à fait important, mais au moins ça apporte un confort et ça permet souvent un endormissement de meilleure qualité, donc il faut le garder. Pour les positions en conduite, c'est pas toujours facile et beaucoup conduisent avec un geste antagoniste parce qu'il y a comme ça qu'ils arrivent à maîtriser leur tête. Probablement qu'il faut baisser l'appui-tête, essayer de donner du volume quand on a à la partie postérieure de l'appui-tête pour pouvoir avoir un appui, en sachant qu'il y a à peu près un patient sur 10 qui est aggravé par le contact occipital. Et dans ce cas-là, au contraire, il faut supprimer l'appui-tête qui devient au contraire une nociception. D'accord. Des questions sur la proprioception. Est-ce que la question qui est posée, c'est de savoir si c'est un trouble primaire ou un trouble secondaire, puisque certains patients vont avoir des modifications dans le temps avec leur torticolis, et un peu dans la même problématique sur ces sensations de vertige, d'instabilité qui peuvent être induites par la dystonie cervicale. Alors ça, c'est une grande question. Probablement que, là, je travaille dessus justement, probablement que sur le plan proprioceptif, il y a un défaut d'intégration qui est propre à la pathologie. On l'a vu dans d'autres dystonies, ou par exemple dans la crampe de l'écrivain, où même la main qui n'écrit pas peut présenter des difficultés d'ajustement de la force musculaire. Donc il y a probablement un élément primaire propre à la pathologie, ou en tout cas dans un certain nombre chez un certain nombre de patients, ce trouble cohabite avec le trouble moteur.
Et quant au vertige, ça c'est quelque chose qui est… Il y a peu d'études, mais il y en a quelques-unes, mais probablement qu'il pourrait y avoir aussi une participation vestibulaire aux troubles posturales, expliquant pourquoi on a ces sensations vertigineuses dans la dystonie cervicale. Mais ça demande encore quelques études pour le confirmer. Mais ce sont des voies sur lesquelles il faut se pencher. Il y a une question sur un patient qui a eu un examen électromyographique des muscles du cou et qui se plaint qu'on ne lui ait pas indiqué quels étaient les muscles qui avaient été évalués ou qui seraient éventuellement actifs. Donc, je pense que l'électromyogramme, pour le coup, mis à part dans des enregistrements très particuliers, plutôt à titre de recherche, n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, est-ce que tu as montré l'intérêt du biofeedback? Est-ce que tu sais s'il y a des appareils qui permettraient d'utiliser avec son téléphone portable, par exemple, un enregistrement des muscles et de faire une espèce d'auto-rééducation par biofeedback? Et de façon plus spécifique, il y a un kiné qui te demande si tu connais la technique de aussi l'Human TCAR stimulateur électromagnétique. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas de connaissances. Le STMC. Oui. Mais bon, On cherchera et on répondra. On cherchera, mais oui, je m'informerai. Quant au biofeedback, il y a un moment, je l'utilisais plus que je ne l'utilise maintenant. Il est possible d'avoir des biofeedbacks en location. Et donc, d'avoir des petits appareils portables et de faire des séquences de contrôle feedback à la maison, sans problème. D'accord. Bon, je propose qu'on finalise ta présentation et puis je récupérerai les questions qui n'arrêtent pas de s'empiler. Alors, je vais continuer. Alors, on va essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Alors là, ça s'adresse plus à donc aux patients français. Je voulais leur dire que donc maintenant, il est tout à fait possible d'avoir des consultations par vidéoconsultation avec son rééducateur habituel et donc de pouvoir poursuivre ses soins et le kinésithérapeute devient alors un coach qui pourra à distance contrôler les programmes de rééducation qu'il a pu donner. Le problème pour les patients, c'est les patients qui sont dits des novos, les nouveaux patients. Normalement, là, ils ont plus de difficultés puisqu'il faut avoir fait une première consultation en face à face. Mais donc, en tout cas, là, on passe de l'autorééducation à l'autorééducation guidée, assistée maintenant avec la possibilité de ces consultations. Et donc, ça va permettre de mettre en place des préconisations et des programmes d'auto-rééducation qui sont bien décrits pour chaque patient en fonction de sa situation et qui sont adaptés à son état. Les modalités de cette auto-rééducation, telles que j'ai tendance à faire les recommandations à mes patients, il faut des séances courtes et très fréquentes dans la journée. Il faut mieux faire 2-3 minutes toutes les heures et demie qu'une demi-heure et puis ne plus rien faire dans la journée. En fait, il faut progressivement intégrer la position corrigée comme une position naturelle. Et pour ça, il faut en faire beaucoup, mais par toutes petites séquences. Il faut répéter parce que les choses ne se corrigent pas en 15 jours et donc il faut de la persévérance pour agir, pour qu'il y ait un effet sur la plasticité cérébrale. Il faut vraiment un travail très suivi, très maintenu. Il ne faut pas se culpabiliser en cas d'échec, on ne réussit pas tout à chaque fois, il ne faut pas avoir une phobie de la performance et donc ce n'est pas grave si on n'a pas pu maîtriser la correction, on reprend et petit à petit on va progresser. On n'atteindra pas la performance dès la première fois. Un autre élément aussi, il ne faut pas avoir une angoisse de tourner la tête du côté du torticolis.
bien sûr qu'on va stimuler les mouvements du côté opposé, mais on peut très bien ramener sa tête volontairement du côté du torticolis. Le mouvement volontaire n'est pas un mouvement involontaire et ce ne sont pas les mêmes systèmes qui sont sollicités. Il faut travailler de façon très focale, parce que quand on est global, ça diffuse dans les autres muscles et on risque de créer la dystonie, et surtout être à bas niveau de contraction, donc très relâché. Il faut le moins d'efforts possible pour avoir une maîtrise la plus parfaite. On en a parlé, il ne faut pas que ça génère de douleur par l'exercice, profiter des bons moments, respecter la fatigue, et puis surtout, et quand on commence à entrer dans le cercle de l'auto-éducation et du mouvement, on commence à trouver du plaisir à bouger, et ça c'est un point qui est tout à fait important et qui est un signe d'amélioration. De toute façon, il faut prendre l'avis de son médecin prescripteur, de son rééducateur. Alors, est-ce que ça marche? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, à court terme, là, c'est un travail qui est en cours, là, et on a pu montrer, là, bon, ça peut vous paraître un peu complexe, mais c'est assez simple à comprendre. Vous avez ici les mouvements de la tête, à gauche, à droite, à gauche, à droite en bleu. Et donc, c'est un patient, quand il veut tourner la tête vers la gauche, on peut suivre le chemin de sa tête quand il tourne à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Et on voit qu'il peut, ici, c'est la ligne médiane qui peut pas aller de l'autre côté. Si on lui fait faire des exercices pendant 20 minutes de rééducation, d'auto-rééducation tout seul dans son coin et qu'on l'enregistre de nouveau, hop, on s'aperçoit qu'il peut passer la tête de l'autre côté. À court terme, on peut montrer que l'exercice va modifier le mouvement et l'améliorer. Et on peut voir, par exemple, les amplitudes qui vont se normaliser. Il tournait beaucoup à gauche et pas à droite. Il va tourner plus à droite et moins à gauche dans son mouvement. Même situation avec cette patiente. Elle tourne à gauche, c'est assez lisse, et dès qu'elle veut aller à droite, il y a des secousses cloniques. Elle tourne à gauche, c'est lisse, secousses cloniques. Elle s'entraîne pendant 20 minutes, et vous voyez qu'elle arrive à avoir un mouvement qui est plus fluide, plus correct. Donc, à court terme, on est à peu près sûr qu'on améliore les choses. C'est pour ça que je propose de faire de nombreuses courtes séances pour bénéficier, avoir un effet rémanent d'une séance sur l'autre et petit à petit s'habituer à maîtriser son mouvement. Ça, c'est un travail qu'on avait fait avec Maud Pradine. À l'époque, elle préparait son master. Et donc, on avait regardé des patients, alors c'est à l'époque de la toxine botulique et c'est des patients après toxine, mais on avait comparé des patients qui faisaient une rééducation usuelle, donc ils suivaient leur kiné, et d'autres qui faisaient une auto-rééducation. Et on a tout un tas d'items, mais je vous montre l'échelle Twister, qui est l'échelle classique d'évaluation de la sévérité de la dystonie. Et globalement, donc, si on regarde de façon simple ceux qui sont améliorés, ceux qui n'ont pas bougé, ceux qui sont dégradés, RU, c'est rééducation visuelle, AR, c'est auto-rééducation. Donc, le score de sévérité, les patients qui sont en rééducation avec leur kiné, ils s'améliorent plus. Sur le plan des capacités fonctionnelles, c'est plutôt, bon, il y a un tout petit groupe, hein, donc on ne peut pas tirer de grandes conclusions, mais vous voyez que les patients en auto-rééducation s'améliorent. Sur les douleurs aussi, le fait probablement d'être acteur de son propre traitement a un effet antalgique. Et donc, si on regarde la Twister, les patients, globalement, se sont améliorés, mais il y a un gros biais, c'est qu'ils avaient été injectés, mais ils sont tous les deux groupes dans la même situation. Donc, il y a probablement un certain nombre d'indicateurs en faveur de l'intérêt de l'auto-rééducation.
En revanche, si on regarde à long terme, il y a très peu, il y a même aucune étude contrôlée actuellement qui se fait sans l'apport des injections de neurotoxines. Et c'est tout à fait juste. Il n'y avait aucune raison de sortir du cadre habituel du traitement. Donc, on n'a aucune idée de ce qui se passe actuellement si on n'a pas de neurotoxines. Les quelques études qui s'intéressent à la rééducation ont montré en tout cas qu'il y avait une amélioration en termes de qualité de vie, de sensation de mieux-être, de diminution des douleurs sur la dystonie elle-même. Donc, on n'a pas d'effet. Ce sont des études qui restent à faire. Je ne sais pas si elles resteront à faire puisque probablement que la toxine va bientôt être de nouveau utilisable. Enfin, ce qu'on peut dire aussi de positif, que si on regarde ce qui se passe dans d'autres formes de dystonie, où là, on a pu faire des études hors toxines, comme dans la crampe de l'écrivain, on a pu montrer des améliorations qui sont tout à fait intéressantes. Donc, pour conclure cette présentation sur l'autorééducation, je dirais que quand on fait de l'autorééducation, il faut porter une attention, mais une attention calme sur sa dystonie et non pas se regarder avec anxiété et pratiquer de façon très détendue. Pratiquer par petites séries d'exercices, répéter, rechercher la détente, c'est toujours revenir vers un niveau de contraction le plus bas possible, la relaxation, la méditation, l'hypnose, et il y a pas mal d'études maintenant sur l'hypnose qui en montrent tout l'intérêt. Essayer de quitter l'exercice qui peut être rébarbatif pour essayer de trouver des activités du quotidien qui permettent la correction. Éviter l'immobilité, elle a un effet négatif sur la dystonie, elle favorise au contraire son maintien. Se tenir en forme, il ne faut pas avoir peur de se faire plaisir, de faire des activités physiques, artistiques, ludiques. Alors, rien n'est interdit. Et essayer de trouver d'autres pôles d'intérêt que sa dystonie, parce que quand on fait d'autres choses, on oublie sa dystonie et souvent, eh bien, on s'améliore et on y trouve du plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur l'autorééducation. Et avec Christophe, eh bien, on reste à votre disposition pour répondre à d'autres questions. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Donc, il y a des questions qui, très sincèrement, ne peuvent pas être traitées ici, puisqu'elles parlent en général de la dystonie, du blépharospasme ou d'autres éléments. Donc, on se focalise sur le torticolis spasmodique et sur la rééducation. Des questions sur rééducation et tremblement. Rééducation chez quelqu'un qui utilise beaucoup d'ordinateurs, et actuellement, avec le télétravail, c'est un problème pour ceux qui ont un torticolis spasmodique, et rééducation lorsque l'on a une tête tombante ou lorsque l'on a une élévation de l'épaule. Est-ce que le fait de mettre le bras dans le dos, par exemple, va permettre de limiter le phénomène et d'améliorer les symptômes? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Tremblement. L'exercice a peu d'effet sur le tremblement. Alors, s'il y a beaucoup de tension musculaire, on peut, par la détente, arriver à diminuer un peu la sévérité, mais je ne crois pas beaucoup. Je resterai réservé sur l'apport de l'exercice sur le tremblement. L'autre question, tu m'as dit, c'était… devant une tête tombante. Ah, la tête tombante, alors là, on est dans un autre domaine. Et ça, c'est une grande question de savoir faire la différence entre un syndrome de la tête tombante et un antécolis. Là, il faut s'assurer. Là, on est dans une situation où le renforcement c'est un véritable renforcement des muscles postérieurs peut avoir un effet positif. Et là, c'est aussi un cas où on peut être amené
à proposer collier cervical ou minerve pour éviter de maintenir les muscles postérieurs en position longue et donc de leur faire perdre leur potentiel de raccourcissement. Mais, D'accord. mais là, il y Et, a tout à fait une bonne indication. et des petits trucs devant l'ordinateur? Euh, il faudrait faire une analyse là, de chacun. Du type de dystonie peut-être. Oui, parce que on n'a pas un truc pour tout le monde devant l'ordinateur. L'ordinateur, chez certains, améliore, chez d'autres, ça les aggrave. Donc, il y a, parce que chez certains, ça attire la vision du côté opposé, donc ils vont pouvoir avoir un contrôle. D'autres, au contraire, ça les maintient en statique et donc ils ont du mal à rester immobiles. Il y a une instabilité et des formes plutôt, dans les formes plutôt myocloniques, ça peut être plutôt gênant. Là, mais c'est un peu, on n'a pas des solutions pour tout. Hein. Alors, il y a beaucoup de questions sur les modalités de la kinésithérapie. Il y en a qui se plaignent en disant le problème, c'est que c'est une kinésithérapie à vie, donc ce n'est pas agréable. D'autres qui demandent plus simplement quel est le nombre de séances par semaine qu'il est conseillé. Est-ce qu'il faut les faire avant la réinjection? Est-ce qu'il y a des moments dans la période entre deux injections? Et à la question aussi que tu t'es posée, est-ce que la kiné sans injection a une efficacité? Ça, ben, on le saura en analysant un peu le retour des patients après cette période de confinement pour ceux qui n'ont pas été injectés. Alors, les modalités, là, il y a eu beaucoup de questions. Le moment, alors la forme le nombre de séances, la forme, moi, je pense qu'au début au début de la pathologie, c'est important d'avoir un contact relativement fréquent avec son kinésithérapeute. Et petit à petit, il faut se prendre en charge et le kinésithérapeute va devenir le coach et il va contrôler la qualité de l'autorééducation. Si on ne passe pas par l'autorééducation, si on ne passe pas par une appropriation de son propre traitement, et si on est trop passif, en général, on a du mal à évoluer. D'autre part, ce n'est pas une kinésithérapie à vie, justement, et si on regarde l'histoire naturelle de la dystonie, s'il y a une période qui est souvent relativement sévère, et progressivement, il y a un plateau avec une amélioration, et Marie-Hélène Marion l'a bien montré. Et donc, il faut petit à petit espacer son temps de face à face avec le kinésithérapeute et savoir faire son auto-rééducation et faire des vacances thérapeutiques aussi, savoir s'arrêter, ça peut faire du bien aussi. Alors, de la même façon, pour la toxine, ça va permettre de savoir s'il y a des patients qui avaient une fausse dépendance aux injections de toxines et qui peuvent finalement avoir des délais de réinjection beaucoup plus prolongés. Là, on aura, j'espère, quelques réponses. Il y a des patients qui cherchent à pouvoir te consulter directement. Et au-delà de ça, à savoir, des kinés veulent savoir s'il y a des formations. Donc ça, je pense que sur le site d'Amadis, il y a des indications sur la formation des kinés ou alors des livrets que l'on pourrait remettre aux kinés pour qu'ils fassent une bonne rééducation ou en tout cas les aider dans la rééducation. Ça, donc, ce sont des réponses qui sont généralement retrouvées sur le site d'Amadis et Edwige en parlera. Mais il y a tout un tas de questions sur les autres techniques. Alors, la méditation, le yoga, et puis de façon plus marquée sur des techniques que je ne connais pas, en tout cas, Feldenkrais, je ne sais pas si tu connais, oui, c'est vrai. Feldenkrais, sur les stimulations électriques, sur les ondes de choc. Alors, sur ces derniers éléments, est-ce que tu peux apporter une réponse? Déjà, ce qu'on peut dire, si on regarde la littérature scientifique, on a 0 article qui met en valeur ces techniques. Ceci dit,
Feldenkrais qui passe par la perception beaucoup, toutes les techniques qui sont autour du relâchement, de la relaxation ont un apport tout à fait positif. Les stimulations électriques, on les a utilisées. On a même utilisé les TENS aussi dans la dystonie. Il y avait un article de Brain, je crois, il y a quelques années, qui montrait une efficacité. Nous, on avait fait une étude sur le tremblement et on avait montré qu'au contraire, ça avait un effet plutôt négatif. Ceci dit, il y a énormément de techniques qui sont proposées. Si chacune apporte un petit pourcentage d'amélioration, il n'y a aucune raison de s'en priver. Il y a pas mais on n'a pas de substrat et de preuves scientifiques, d'évidence base physiothérapie solide pour s'appuyer et les recommander. Tout à fait. Donc, s'il l'essaye et que ça marche, tant mieux, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut sûrement généraliser tant qu'on n'a pas d'autres informations. Je crois que c'est à peu près les principales questions. Il y en avait beaucoup, hein. Là j'en suis à 56, donc c'est difficile de toutes les regrouper. Certaines, on essaiera de répondre de façon décalée. Peut-être qu'on y répondra d'ailleurs indirectement le 3 mai lors du prochain webinaire. Si vous êtes d'accord, je pense que ça fait à peu près 1 heure que l'on a, 1h15, hein, que l'on est en réunion. Je vais laisser la parole à Edwige, à moins que Jean-Pierre ait quelque chose d'autre à rajouter. Oh non, juste pour les formations, on a tout un groupe, de nombreuses formations qui étaient prévues, qui ont tourné jusqu'à présent. On a fait pas mal avec Amadis, on a fait pas mal de CHU, de Lyon en particulier, mais on était Angers, Bordeaux et bien d'autres. Et donc, il était prévu aussi sur Paris, mais là, on est en attente, mais on relancera dès que possible. Bien, en tout cas, moi je remercie Jean-Pierre. On a essayé de répondre de façon précise à beaucoup de questions et on essaiera d'y répondre encore de façon écrite. Je ne sais pas comment est-ce que ça marche. Là, il faudra que Laoud nous explique comment est-ce qu'on fait après. Et Oui, moi, je plaisir. vous retrouverai le 3 mai. Je laisse à Edwige la conclusion. Chantal, peut-être un petit mot et je conclurai si tu veux. Oui, parfait. Ah ben merci, Dr. Bleton et Dr. Vial. C'était fort apprécié. Je pense que tout le monde qui était là ont sûrement appris quelque chose et ça va nous donner sûrement un petit plus dans notre vie. Et puis, on espère encore de précieuses collaborations avec le webinaire qui s'en vient du 3 mai. Donc, on sera encore ensemble. Et puis, merci à vous tous. Très bien, donc je vais conclure. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci beaucoup Christophe pour votre participation, votre implication, votre temps, parce que ce n'était pas un exercice facile, hein, c'était un de nos premiers exercices et c'est vrai qu'il y a eu énormément de questions pendant la présentation. Jean-Pierre, des super slides et qui ont bien tenu en 1 heure de temps, super. J'ai remarqué, parce que je suis très curieuse moi et je regarde partout, donc je voulais quand même les remercier. J'ai remarqué le suivi du webinaire par le professeur Vidayet, par le docteur Marion, le docteur d'Horizon, le docteur Domar, le docteur Thierry à Amiens et Thierry Perromagnan, donc membre de notre comité scientifique que je salue et à qui je fais coucou. Et comme Christophe l'a dit, donc on va organiser de nouveau un webinaire le 3 mai avec le docteur Marion, donc, qui fait partie des participants. À 10 h pour le Québec, à 16 h pour Paris. On va lancer la communication dès demain. Et donc là, il y aura la possibilité par une adresse email qui sera fournie de poser toutes vos questions en amont. Donc, il ne faudra pas hésiter et bien l'utiliser. Elles seront vues par les intervenants et travaillées à l'avance.
Je pense que nous pourrons récupérer la liste des questions qui n'ont pas été abordées d'ailleurs lors de ce séminaire. L'enregistrement du séminaire sera disponible d'ici quelques jours sur amadis.fr, auprès de Dystonie Partage également sur Facebook et nos médias sociaux. Je vous rappelle en ce qui concerne Amadis que vos délégués sont à votre écoute. Vous pouvez trouver la liste et leurs coordonnées sur le site internet. Également le groupe Soutenons Amadis sur Facebook, vous pouvez également échanger. Donc juste pour finir sur la question des kinés qui nous ont suivis et que je remercie également. Donc Jean-Pierre l'a dit, effectivement dès qu'on ce sera possible et en déconfinement, nous réorganiserons les formations faites par Jean-Pierre en région. Et s'il y a besoin de guide, le guide de rééducation de dystonie cervicale de Jean-Pierre, c'est auprès de notre secrétariat. Donc, on le trouve aussi sur le site internet Amadis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'avais relevé un petit peu les questions. Merci à tous. À bientôt. Et donc, rendez-vous le 3 mai. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.